Il y a d'abord eu le 7 octobre et l'attaque sanglante du Hamas contre Israël, qui a coûté la vie à près de 1200 personnes, dont une majorité de civils. Il y a depuis les bombardements incessants d'Israël sur Gaza, qui ont coûté la vie à plus de 40 000 personnes, dont plusieurs milliers d'enfants. Depuis un an, Arrêt sur Image travaille, enquête quotidiennement sur le traitement médiatique de ce conflit. Et pour l'occasion, les journalistes d'Arrêt sur Image reviennent dans cette vidéo sur le fait médiatique qui les a le plus marqués depuis le 7 octobre. Alors les images que vous voyez, ce sont des images d'une manifestation filmée par les caméras de BFM TV. On est le 12 novembre 2023 et c'est une grande manifestation contre l'antisémitisme. On est un mois après les attaques du 7 octobre. En France, il y a une explosion des actes et des paroles antisémites et c'est une manifestation qui se veut citoyenne et politique contre l'antisémitisme. Le problème, c'est que à cette manifestation, eh bien, il y a des personnes de l'extrême droite, notamment du Rassemblement national et surtout Marine Le Pen. Et ce que vous voyez à l'image, eh bien, ce sont des policiers qui ont maille à partir avec certains manifestants. Pas n'importe lesquels, puisque les manifestants qu'on voit, eh bien, pour certains, eh bien, ce sont des manifestants juifs de gauche qui ont décidé de venir à cette manifestation pour s'opposer à l'extrême droite et s'opposer à la présence du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Parce qu'à ce moment-là, il y a une fracture à gauche. Il y a ceux qui sont les tenants de la participation à cette manifestation, qui estiment que leur place est là pour dire non à l'antisémitisme, malgré la présence de l'extrême droite. Et puis il y a les tenants d'une autre position qui dit que impossible, pas question de manifester avec l'extrême droite, y compris lorsqu'il s'agit de lutter contre l'antisémitisme. Et donc, ces militants de gauche juifs, on les a invités sur le plateau d'Arrêt sur Image, et ils nous expliquent aussi leurs difficultés par rapport à la gauche à laquelle ils appartiennent, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir lutter contre l'antisémitisme. Et c'est une émission, en fait, qui décrypte le malaise à gauche sur la lutte contre l'antisémitisme. Un des éléments qui m'a le plus marqué depuis le 7 octobre 2023 et les événements qui s'en sont suivis, notamment la guerre à Gaza, c'est le nombre de journalistes qui sont morts. Le compte en tout est à plus de 120 journalistes morts depuis le 7 octobre 2023, principalement tués dans des bombardements israéliens, ce qui n'est pas toujours rappelé. Un de ces journalistes, c'est Issam Abdallah. C'était un vidéaste, un journaliste pour Reuters, qui était en train de filmer du côté libanais de la frontière avec Israël, donc il n'était pas sur le territoire d'Israël, et il a été tué dans un bombardement israélien. Sa mort, elle a été très choquante pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il faisait partie des rares journalistes qui ne sont pas morts sur le territoire israélien. Il a été tué par une frappe de l'armée israélienne à l'extérieur du territoire. Reuters lui a rendu hommage, mais sans préciser qu'en fait c'était une frappe israélienne qu'il avait tué. Et en fait, cette voix passive, qui revient extrêmement souvent quand on parle des frappes israéliennes ou des opérations de l'armée israélienne, pour simplement dire quelqu'un a été tué, une ville a été bombardée sans préciser par qui, c'est un des sujets les plus importants pour moi de la couverture de cette guerre dans les médias occidentaux. Et ça donne l'impression qu'ils sont morts, mais on ne sait pas ni comment ni par qui. C'est comme si ils avaient pu être tués dans un accident de voiture, alors que non, ils ont été tués par l'armée israélienne pendant une guerre. Le fait médiatique qui m'a le plus marqué depuis le 7 octobre est intervenu dans les semaines qui ont suivi. C'était la projection par l'État israélien en France et dans bien d'autres pays du monde d'un peu moins de 50 minutes de montage vidéo issu des GoPro et des autres caméras qui étaient tenues par le Hamas lui-même lors du massacre du 7 octobre. En fait, il y avait un mouvement de double propagande médiatique qui intervenait ici. Il y avait une première propagande qui était celle du Hamas, puisqu'ils avaient bien confié ces caméras à leurs tueurs, qui se filmaient dans une jouissance du meurtre, en plus, qui était peut-être plus proche de celle de l'État islamique que de celle d'autres groupes terroristes ou à d'autres moments du Hamas lui-même. Et le deuxième mouvement de propagande médiatique consistait à ce qu'Israël réutilise ces images à son tour dans une version montée et qui était montrée à des journalistes, à des hommes politiques. C'est quelque chose qu'on a rapporté sous la plume de Paul Aveline, qui s'est rendu à une de ces projections en France. Et il en a rapporté précisément cet effet de choc très très fort. Daniel Schneiderman, à son tour, en a produit une analyse plus sur l'effet de choc lui-même et le fait que ces vidéos et ce montage, ce film étaient utilisés ensuite en plateau pour départager ceux déjà qui s'étaient rendus ou pas à la projection, c'est-à-dire que ne pas se rendre à la projection devenait aussitôt suspect, mais aussi dans la manière dont ceux qui sortaient de la projection étaient aussitôt, et celles qui sortaient de la projection étaient aussitôt interrogées par les journalistes, en particulier quand ils étaient de gauche. Et dans ces circonstances-là, à la sortie d'une telle projection, les propos étaient forcément
forcément sous le coup de l'émotion, forcément un peu incohérent. Voilà, cette vidéo a servi pendant des semaines d'accusations et de contre-accusations sur les plateaux de télé, donc elle a eu un effet très fort en tant qu'objet médiatique, à plusieurs niveaux, et aussi sur le champ médiatique. Alors, l'une des conséquences marquantes du 7 octobre sur le plan médiatique est la large présence à l'écran de personnages issus de l'armée israélienne. Je pense notamment au colonel Olivier Rafovitz, qui en est l'un des porte-parole, et notamment le principal porte-parole francophone. Il est vraiment très souvent interviewé sur des chaînes françaises, et certains journalistes français l'ont même appelé « mon colonel » à plusieurs reprises. On peut aussi citer Julien Baloul, ancien porte-parole lui aussi de l'armée israélienne, qui est souvent présenté comme journaliste ou spécialiste du sujet, sans qu'on rappelle son passif. Cette place donnée à des représentants d'une armée en guerre, sans recontextualisation ou mise en perspective systématique, interroge, et pose notamment la question suivante. Pour raconter le 7 octobre et ses conséquences, pourquoi ne pas plutôt donner la parole aux correspondantes et correspondants sur place ?